Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Une même épidémie, mais des situations différentes en Chine. On va en parler dans quelques instants. En France, tout d'abord avec vous, Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et on vous doit notamment Les citoyens ont le droit de savoir, publié aux éditions Fayard. Je voulais célébrer cette 9e vague de Covid avec vous, une 9e vague qui a fait dire à la première ministre Elisabeth Borne qu'il fallait remettre le masque en présence des personnes les plus fragiles, mais dans l'actualité du jour, la presse revient à la situation du système de santé en France avec tout d'abord la une de Libération consacrée non pas à une épidémie mais à 3 épidémies, puisqu'il y a une épidémie de bronchiolite, la grippe a commencé et puis il y a bien entendu le Covid, inutile de le dire. Anne-Claude Crémieux, l'hôpital est donc aujourd'hui en forte tension. Oui, alors ces épidémies hivernales, on peut les analyser en 2 facteurs. D'abord, le fait que, à cause du coronavirus, on a fermé la société, où on a utilisé des mesures barrières pendant 2 ans et demi. Rappelez-vous, les hivers derniers, l'hiver 2020, l'hiver 2021, on a eu relativement peu d'infections respiratoires non Covid. Une épidémie de grippe très peu intense et des bronchiolites un peu déplacées dans l'année avec une vague qui n'a pas été extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la population est moins immunisée contre l'ensemble de ces infections respiratoires non Covid et par conséquent, on s'attend à des épidémies hivernale de ces infections respiratoires plus importantes que depuis 2 ans et ça a été le cas de la bronchiolite. Ça c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est que ces épidémies hivernales que l'hôpital connaît très bien viennent révéler. C'est un révélateur de la paupérisation de notre système de soins. Système de soins hospitalier, les pédiatres l'ont crié, si je puis dire. Ils ont averti, ils n'ont pas assez de lits de réanimation. C'est particulièrement grave, docteur Crémieux, en pédiatrie. Mais ce qui est grave, c'est que c'est des enfants et qu'il n'y a pas de lit de pédiatrie extensif parce que finalement la pédiatrie c'est une spécialité à part avec des infirmières qui sont spécialisées, avec des médecins qui sont spécialisés et on se retrouve un peu comme dans la réanimation, on ne peut pas ouvrir des services de pédiatrie facilement parce que le personnel formé eh bien ça se forme sur des années et des années. Bien sûr que c'est grave aussi parce que ça touche des enfants et que je dirais c'est ceux qu'on protège le plus dans notre société avec évidemment les femmes enceintes, on le sait bien. Donc oui, c'est grave, mais ça, encore une fois, c'est révélateur. Et ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est qu'au fond, l'hôpital a tenu parce qu'il fallait tenir pendant ces 2 ans et demi, à rassembler ses dernières forces, ses dernières énergies. Le personnel a été formidable, mais évidemment, après l'après-crise, eh bien, on revient, je dirais, sur tous les problèmes de l'hôpital, avec d'autant plus de force que le personnel est épuisé, vous le savez, et une partie, finalement, sont allés ailleurs pour avoir une meilleure qualité de la vie. Et puis, il y a le système libéral aussi, dont c'est une révélation au fond finalement de la difficulté de la permanence des soins, parce que la bronchiolite, grève des médecins généralistes aujourd'hui et demain. Là aussi, c'est lié évidemment, docteur Crémieux, à la situation de l'hôpital, puisque les problèmes des uns créent les problèmes des autres aussi. Oui, et puis il ne faut pas oublier, la bronchiolite, c'est une infection qui se prend très majoritairement en charge en médecine de ville. Finalement, il y a relativement peu d'enfants, de nourrissons qui ont besoin de réanimation. Et s'il y a autant d'enfants qui viennent à l'hôpital, c'est parce que finalement, en amont, la prise en charge, le tri de ceux qui devraient aller à l'hôpital ou ceux qui ne devraient pas aller, là aussi, se fait avec difficulté pour les problèmes de permanence des soins, de suffisamment de médecins généralistes présents la nuit, le week-end, au moment où les mamans affolées appellent. Donc effectivement, ça révèle les difficultés de l'ensemble de système de soins. Mais ça ne vous désespère pas en tant que médecin, parce que ce sont, je crois,
3 épidémies, alors en tout cas 2 d'entre elles on les connaît bien, le fait qu'elles puissent aujourd'hui mettre sous tension l'hôpital alors même que cela ne constitue pas des maladies insurmontables, docteur Crémieux? Écoutez, on a connu des épidémies de grippe intenses. Moi, ce qui me désespère, c'est pas tellement qu'on connaisse une épidémie de grippe ou de bronchiolite importante. Ce qui me désespère, comme tous mes collègues, comme toutes les équipes médicales, notamment à l'hôpital, c'est l'état de l'hôpital, bien sûr. C'est le fait que, de fait, on n'est plus en mesure, en capacité d'assurer notre service, et notamment le service public. Le Covid, donc la 9e vague, la Première ministre préconise le retour du masque. Dans le livre que vous avez publié, vous revenez, Les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions Fayard, vous revenez justement sur le masque qui a été l'un des acteurs, qui demeure l'un des acteurs de cette épidémie, avec notamment la question du port du masque dans les lieux publics. On en est où ? Car, docteur Crémieux, on a à peu près dit tout et son contraire. Il y a même eu une époque, je crois, où on nous demandait de porter le masque dans la rue. Maintenant, c'est seulement dans les lieux fermés face à des publics fragiles. Votre avis à ce sujet ? Alors, le débat sur les masques, il est assez intéressant parce que, donc je le reprends effectivement dans mon livre, parce qu'il y a à la fois une dimension politique, mais aussi un débat scientifique. La dimension politique, elle est claire, c'est le fait qu'on découvre en 2020 que les stocks de masques étaient quasiment vides, alors qu'on s'attendait à avoir des stocks de masques suffisants à la suite de la préparation du plan pandémie grippale. Et ça, effectivement, ça désarçonne complètement les pouvoirs publics qui hésitent à en parler à la population, comme c'est souvent le cas des dirigeants au début de la crise. Ils hésitent à donner les mauvaises nouvelles, pensant toujours que la population est incapable d'écouter finalement l'état de la situation. Et là, on assiste à toutes les tergiversations qu'on a connues. Mais il y a aussi derrière cette dimension politique un débat scientifique. Jusqu'à en 2020, l'OMS disait le masque, ça sert finalement à éviter les projections à partir de personnes malades, et elle disait ça n'est utile que quand quelqu'un est symptomatique et quelqu'un est malade, ou pour les très proches, parce que, disait-elle, l'infection ne se propage pas que par des grosses gouttelettes, c'est-à-dire que à une distance réduite de 1 ou 2 mètres, rappelez-vous ce passage. Et puis finalement, la science a montré quoi ? Qu'il pouvait y avoir des personnes asymptomatiques, donc restreindre le masque aux personnes symptomatiques devenait une aberration. Et la deuxième dimension très forte du progrès de la science a été de démontrer qu'en réalité, cette dichotomie entre les gouttelettes et les aérosols n'existait pas. Ce virus pouvait se transmettre à la fois par des gouttelettes et des aérosols, c'est-à-dire voyager beaucoup plus loin dans les lieux clos, et que par conséquent, dans des lieux clos, si on voulait protéger tout le monde, il fallait que tout le monde porte un masque, car on ne savait pas qui était malade, et d'autre part, c'était pas en se tenant à une distance de 2 mètres qu'on pouvait se protéger. Or, cette constatation a été à l'origine de tous les mouvements des scientifiques, notamment de l'assurance maladie, dans les différents pays dès avril 2020, pour dire aux dirigeants, il faut rendre obligatoire le port de masque dans les lieux publics. Et finalement, paradoxalement, l'instance qui a le plus freiné, c'est l'OMS et ses experts qui finalement sont restés sur cette vision ancienne qui datait d'un siècle, de dire non, c'est des gouttelettes. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, une des directrices de l'OMS a reconnu pourquoi est-ce qu'on a fait cette erreur. Et bien finalement, parce qu'on était resté sur le plan pandémie grippale, on s'est trompé de plan, on a finalement fait nos recommandations sur une situation qui était la guerre d'avant, comme disent les militaires, c'est-à-dire que en gros on s'est trompé, on n'a pas accepté qu'on faisait face à l'inconnu avec les progrès amenés par les autres disciplines, et notamment les disciplines de physique, les spécialistes des aérosols. La semaine dernière, il y a eu à l'hôpital 400 décès
du fait du Covid. Et justement, à ce sujet, Anne-Claude Crémieux, on aimerait savoir, sont-ce des personnes qui n'étaient pas vaccinées? Sont-ce des personnes qui avaient des comorbidités? Bref, pourquoi meurt-on encore du Covid? Alors, on le sait, réellement, c'est-à-dire que ce sont des personnes âgées avec des comorbidités qui n'ont pas une vaccination à jour, qui souvent ont 2 ou 3 vaccins, c'est-à-dire une vaccination qui date en général de plus de 6 mois, voire de plus d'1 an. Ces personnes sont donc mal protégées contre les formes sévères, et elles arrivent à l'hôpital, en général avec des formes atténuées, parce qu'elles ont quand même eu 3 vaccins, mais avec un état respiratoire qui les oblige à être hospitalisés, qui s'accompagne souvent d'une décompensation de leur pathologie sous-jacente. Je tiens cependant à dire que aujourd'hui, les formes que nous accueillons à l'hôpital, dans les services de médecine, sont quand même moins graves que celles qu'on a accueillies en 2021 ou en 2020. Des non-vaccinés ? Des non-vaccinés, on en voit encore. On voit encore des personnes âgées non vaccinées, soit parce qu'elles ont considéré que comme elles sortaient pas beaucoup, c'était pas la peine de se faire vacciner, ou parce que, pour une raison X ou Y, quelqu'un leur a conseillé de pas se faire vacciner sous des prétextes qui sont évidemment scientifiquement non relevants. On en voit encore. Et le débat qui a déchiré l'Assemblée nationale et qui fait polémique en France sur le fait de savoir s'il faut ou non réintégrer les soignants non vaccinés, docteur Crémieux. Oui, c'est un vrai problème. L'Académie de médecine dont je fais partie s'est prononcée là-dessus en disant que il ne faut pas les réintégrer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement important que le personnel médical soit exemplaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un devoir d'exemplarité. D'autre part, on soigne des patients qui sont de plus en plus fragiles. Certains sont immunodéprimés et aimeraient bien pouvoir bénéficier de la protection du vaccin, mais ne le peuvent pas. Et finalement, la seule façon de les protéger, c'est autour d'elles de faire ce qu'on appelle un cocon, c'est-à-dire que tous les gens qui soient en contact avec ces personnes soient vaccinés. Et puis derrière ça, je pense qu'il y a un problème plus général de la vaccination du personnel soignant contre les infections respiratoires, dont la grippe. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de travaux scientifiques pour montrer que finalement, une des façons de pouvoir contrôler la transmission de ces virus respiratoires à l'hôpital, c'était de vacciner l'ensemble de la population, c'est-à-dire de rendre obligatoire en pratique cette vaccination et évidemment le port de masque. Mais docteur Crémieux, on comprend mal puisque le fait d'être vacciné n'empêche pas, sauf erreur de ma part, de transmettre le virus. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi d'ailleurs en partie le cas de la grippe qui n'est pas non plus complètement protectrice. Le vaccin antigrippal qui n'est pas complètement protectrice, vous le savez, contre le fait d'être infecté. Mais les travaux, là encore, c'est intéressant parce que c'est des travaux, notamment je pense à un travail qui a été fait dans un milieu très fermé comme la prison, ont montré que même si la vaccination n'empêchait pas complètement, n'empêchait pas finalement bien les infections par Omicron, c'est lié au fait que Omicron est plus difficile, l'immunisation contre Omicron est plus difficile, il y avait une diminution de la transmission. Voilà. Et ça, je pense qu'on ne peut pas reculer lorsque on sait que c'est l'addition de moyens, vaccin plus masque, qui permet de limiter la transmission du virus au sein d'une population par essence fragile car hospitalisée. Mais dans votre livre, Anne-Claude Crémieux, Les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions Fayard, vous demandez par exemple si on a sacrifié les jeunes pour les vieux. Oui. On entend dire, et je vais vous demander de me dire si vous êtes d'accord avec cette assertion, on entend dire qu'avec Omicron, par exemple, il n'y a que les personnes âgées avec des comorbidités qui sont réellement malades. Dès lors, pour les autres, le reste de la population, est-ce que cela vaut la peine d'imposer un certain nombre de mesures, les masques, de demander une dose de rappel, ou bien est-ce qu'il ne faudrait pas
laisser les individus finalement faire ce qu'ils veulent? C'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant cette crise, on a demandé beaucoup de sacrifices aux jeunes générations. On leur a demandé finalement de protéger la population fragile en portant des masques, en se confinant d'abord, ce qui a été, comme vous le savez, sur le plan psychologique, plus dur pour eux que pour les générations supérieures. Et puis, on leur a demandé aussi de se tester avant de rencontrer des personnes âgées, ce qu'ils ont fait volontiers. C'est ce que je démontre dans ce livre, c'est que la population jeune s'est remarquablement bien pliée à toutes ces contraintes pour protéger les plus anciens. Et effectivement, maintenant, on a tendance à dire, écoutez, on a les vaccins, on a les masques, nos messages sont ciblés sur les personnes à risque. Protégez-vous pour éviter qu'on soit obligé de demander de nouveau à l'ensemble de la population de prendre des mesures dont elles sont lassées. Donc voilà, je pense que vous avez complètement raison de poser ça comme ça. Moi, je dois dire que mon message essentiel, c'est à la population à risque, refaites vos vaccins pour ne pas risquer d'aller à l'hôpital et mettez des masques quand vous êtes dans des milieux confinés, pas seulement les transports publics. Si mes calculs sont bons, c'est bientôt Noël, probablement des réunions familiales. C'est hélas une scène qu'on a déjà vécue. Anne-Claude Crémieux, Noël, le faire ou pas, avec qui, combien de personnes autour de la bûche? Votre réponse? Ma réponse, c'est toutes les personnes à risque d'hospitalisation doivent avoir un vaccin de moins de 6 mois ou de moins de 3 mois pour les plus de 80 ans. Je conseille, avant des grands rassemblements... Moins de 3 mois pour les plus de 80 ans. Oui, ce sont les recommandations de la haute autorité. Ce qui veut dire 4 vaccins par an, si je compte bien. Mais je pense que c'est pas tant le nombre de vaccins que ce qu'il faut calculer, c'est la durée par rapport à la dernière vaccination. Et ceux qui ne se sont pas encore fait revacciner avec le vaccin bivalent, dont je redis que ce vaccin bivalent a l'avantage d'être bien adapté à la souche qui circule, qui est le BA5, et même à ses sous-variants. Il est plus efficace sur BA5 et ses sous-variants que le vaccin initial. Ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, s'ils se vaccinent aujourd'hui, ils seront finalement à 1 mois de la vaccination, donc ils aborderont les fêtes dans une situation qui est optimale, c'est-à-dire très bien protégée contre les formes sévères et avec une diminution de la potentiel de leur risque d'être infectés. Il y a les masques aussi, bien sûr, pour les personnes fragiles. Et puis, il y a le test. Je pense que l'autotest est un progrès. Faire un autotest le jour même. Il ne faut pas le faire la veille parce qu'on peut être infecté et ne pas le savoir la veille. Le jour même, ce sont des outils qui nous permettent de fêter Noël de façon agréable et familiale. En offrant par exemple votre livre « Les citoyens ont le droit de savoir » aux éditions Fayard, Anne-Claude Crémieux. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Cette fois-ci, on va évoquer la situation sanitaire en France, mais aussi et surtout en Chine, voir comment le Covid est aussi une épidémie politique. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le Covid, c'est également une épidémie politique en France, en Chine. Nous sommes en compagnie de Philippe Lecor. Bonjour, vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes chercheur à la Harvard Kennedy School. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot, bonjour. Oui, bonjour. Et Anne-Claude Crémieux, qui est ici même dans ce studio. Vous êtes infectiologue, vous avez publié « Les citoyens ont le droit de savoir » aux éditions Fayard. Je vous ai vu opiner du chef lorsque mon camarade Jean Lémarie évoquait dans son billet politique nos difficultés à planifier sur le long terme, à tenter d'en finir avec cette très 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 longue crise du système de santé. Oui, mais j'adhère complètement à ce qui a été dit, et notamment sur le fait que les solutions qui sont proposées aujourd'hui sont des solutions à très court terme et que, effectivement, on aimerait entendre une ambition pour le système de santé qui est, je le rappelle, la préoccupation essentielle des Français. Mais vous qui êtes donc médecin infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris,
cela fait quand même des années qu'on évoque cette crise. Mais alors c'est quoi? C'est le homard qui plonge dans l'eau froide, qui ne se rend pas compte que la situation empire d'année en année? Mon analyse, c'est que pendant très longtemps, le dévouement du personnel hospitalier, son intérêt extrême, moi je suis passionné par ce que je fais, son intérêt extrême pour sa mission, les infirmières, les équipes paramédicales, leur enthousiasme pour soigner les patients, ont été, je dirais, le ciment qui a tenu. Et que aujourd'hui, ce ciment ne tient plus et les briques s'effondrent. Le renversement, il s'est fait là. Et c'est pour ça que la crise a pris une telle ampleur. En réalité, le bâtiment tenait, si je puis dire, sur le ciment des équipes soignantes qui partaient tard. Rappelez-vous, ces infirmières qui faisaient 3 heures le matin pour aller rejoindre leur poste pendant la grève des transports. Voilà. Et qu'aujourd'hui, après la crise du Covid, les gens se sont dit, mais pourquoi je sacrifierais ma vie, mes enfants, pour un système où l'État n'investit pas et où il n'y a aucune reconnaissance et au fond, où on nous enlève ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est-à-dire l'initiative et la responsabilité. Le ciment est parti, le bâtiment s'écroule. Bon, autre situation, mais même épidémie, une épidémie qu'on connaît bien, en Chine, le Covid. Sébastien Berriot, ce Covid donne lieu aujourd'hui à des manifestations, à des mouvements de colère. Vous qui êtes actuellement à Pékin et notre correspondant, donc, quelle est la situation? Est-ce que l'on peut dire que la contestation des Chinois vis-à-vis donc de la question sanitaire s'étend? Alors, la situation, pour le moment, en Chine est plutôt calme, en tout cas pour aujourd'hui. Après les manifestations inédites du week-end dernier, notamment à Pékin, à Shanghai, à Wuhan, il y a eu ensuite ces incidents à Canton lundi soir, puis ça a recommencé mardi soir. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelles protestations, mais ce n'est pas vraiment étonnant, parce que la police est en train de mettre en place une pression très forte pour essayer d'empêcher de nouvelles manifestations. Ça se traduit par une présence des forces de l'ordre sur la voie publique. Par exemple, lundi soir, une mobilisation était prévue à Pékin, sous le pont où, pendant le congrès du Parti communiste, une banderole anti-régime avait été installée. Mais le nombre de policiers déployés dans le secteur était tellement important que la manifestation n'a pas pu avoir lieu. Et puis il y a aussi, Guillaume, la pression directe sur ceux qui ont manifesté pour les inciter à ne pas recommencer. Certains ont commencé à recevoir la visite de policiers à leur domicile. Tout à l'heure, je discutais avec un homme à Wuhan. Il est inquiet pour sa compagne qui a été arrêtée après avoir manifesté. Il n'a plus de nouvelles. Donc une pression qui fait que pour le moment, il n'y a pas eu de nouvelles manifestations. Une manifestation donc inédite, enfin inédite pas complètement. Philippe Lecor, vous qui êtes chercheur à la Harvard Kennedy School, et évidemment le fait de voir des contestations en Chine, cela rappelle par exemple ce qui s'est déroulé sur la place Tiananmen il y a plus de 20 ans. Vous y étiez d'ailleurs. Votre point de vue là-dessus, Philippe Lecor? Oui, écoutez, je pense qu'il y a évidemment des comparaisons à faire, mais elles sont quand même limitées dans la mesure où les manifestations de la place Tiananmen, déjà c'était sur la place Tiananmen, qui est la place la plus symbolique de Chine, qui est aujourd'hui quadrillée depuis lors. D'ailleurs, il n'est pas question de manifester ou de faire quoi que ce soit sur cette place. Vous savez, c'est symbolique pour les Chinois face au portrait du fondateur du régime, Mao Zedong, etc. Donc, par ailleurs, si vous voulez, la différence principale, c'est qu'aujourd'hui, le Covid est l'excuse numéro 1 pour ces manifestations qui font allusion effectivement enfin, qui critiquent le régime directement parfois, alors que il y a 33 ans, en mai et juin 1989, on appelait à une sorte de changement de société. Il y avait une lutte contre la corruption, vous aviez une déesse de la démocratie, une statue de la déesse de la démocratie qui avait été érigée sur la place Tiananmen. On se référait aux philosophes français, on disait que 1989 c'était le 1789 de la Chine, donc il y avait des références françaises.
Et puis, je pense ce mouvement, il a duré longtemps. Hein, il a duré presque 2 mois. Il touchait toute la Chine, hein, aussi bien le Sud, Shanghai, Pékin. Aujourd'hui, bon, les manifestations, effectivement, elles ont surpris parce qu'on est dans une Chine différente. On est dans la Chine de Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 10 ans, qui vient d'être renommé pour un mandat de 5 ans. Il a changé la constitution pour cela. Et aujourd'hui, il tient le pays, il tient le régime en tout cas. Mmh. Alors, je ne pense pas que ça suscite une joie particulière de la part des étudiants. Mais si vous voulez, la vie que vivent les étudiants et les classes moyennes en particulier, je pense à ces deux groupes. Même si il y a eu également des ouvriers, on l'a bien vu avec les ouvriers de Foxconn dans le sud de la Chine, cet énorme complexe industriel. Mais ce sont quand même principalement les classes moyennes et les employés, et puis les étudiants qui viennent d'ailleurs d'être renvoyés dans leur pénate par les universités, ou en tout cas qui prendront des vacances anticipées. Mais alors, Sébastien Berriot, vous qui êtes notre correspondant à Pékin, a-t-on affaire aujourd'hui à une contestation de la politique sanitaire, ou bien cette politique sanitaire est-elle, en somme, ce que les manifestants évoquent pour dire leur refus du régime ? Alors, je vais être très factuel pour répondre à votre question. Si je prends la manifestation de dimanche soir à Pékin, la très grosse majorité des slogans étaient liés à la politique sanitaire. Jiefeng, slogan principal de la soirée, arrêtez les confinements. J'ai demandé à des manifestants si leurs revendications allaient au-delà de l'aspect sanitaire pour dénoncer aussi le pouvoir du Parti communiste et du président Xi. La plupart m'ont dit que s'ils s'étaient mobilisés, c'était uniquement pour demander l'arrêt de la politique zéro Covid. D'autres m'ont dit qu'ils ne voulaient pas répondre à cette question. Et une petite partie m'ont expliqué qu'effectivement, cette manifestation était pour eux aussi une occasion pour critiquer le président chinois et sa façon de diriger le pays. La politique zéro Covid, le Parti communiste et Xi Jinping forment un tout, m'a dit un manifestant. Donc c'est ce que j'ai pu constater. C'est pas un point de vue qui était majoritaire. Anne-Claude Crémieux, vous qui êtes infectiologue, on évoque bien souvent cette situation en Chine avec cette politique zéro Covid comme aujourd'hui un repoussoir. Ce n'a pas toujours été le cas. Je crois que en France, y compris, fut un temps où on considérait que c'était un idéal. Votre point de vue d'infectiologue ? Oui, je crois que c'est intéressant d'analyser un petit peu la stratégie zéro Covid. Initialement, cette stratégie s'est avérée gagnante. Rappelez-vous, en 2020, ce sont les pays asiatiques, et notamment la Chine, qui ont les premiers compris que, vu la gravité de ce coronavirus, si on ne voulait pas avoir des morts, il fallait non pas atténuer la vague, comme ce qu'ont choisi les pays occidentaux qui ont eu beaucoup de morts, mais arrêter le virus. Arrêter le virus, c'est le confinement. Et la stratégie tester, tracer, isoler. Pendant toute l'année 2020, ces pays-là, y compris la Nouvelle-Zélande, y compris donc l'Australie, ont eu beaucoup moins de morts que les pays occidentaux. Mais évidemment, cette stratégie n'était valable qu'une stratégie d'attente. Attente de quoi ? D'un vaccin qui prendrait la relève. Et finalement, c'est là toute la difficulté de la Chine. Elle a vacciné sa population, donc c'est pas du tout qu'elle soit restée inactive sur le plan de la vaccination. Elle a vacciné 80% de sa population par 2 doses de ces vaccins inactivés qu'on appelle essentiellement Coronavac. Le problème qu'a rencontré la Chine, c'est que on ne peut pas stopper le virus avec les vaccins et encore moins avec le vaccin inactivé qui est même insuffisant pour atténuer les formes sévères. Et au fond, ce qui a manqué à la Chine, c'est le vaccin ARN messager. Il ne faut pas penser que les scientifiques chinois ne s'en sont pas aperçus. Rappelez-vous, en avril 2021, le professeur Gao, qui est le chef du Center for Disease Control chinois, a dit « Notre vaccin n'est pas suffisant, il faudrait un vaccin ARN messager ». Il s'est fait immédiatement reprendre et on lui a dit « Attention, ne parlez pas comme ça du vaccin chinois ». Mais déjà, en coulisses, la Chine a préparé 2 autres vaccins. Elle a aujourd'hui un vaccin ARN messager et un vaccin protéique avec un peu l'équivalent de ce qui est fait en France.
Le problème de ce vaccin ARN messager chinois, dont on vient d'avoir les résultats, donc c'est très récent, c'est qu'il semble moins efficace que le vaccin Pfizer. Donc le problème de la Chine... Comment ça se fait ? Alors, vous savez, le vaccin ARN messager Pfizer et Moderna, ils ne sortent pas comme ça. C'est 10 ans de recherche. Et donc, la Chine s'y est mise, elle l'a dit, elle s'y est mise il y a 1 an. La science chinoise va très très vite, mais quand même. Et donc, aujourd'hui, le gros problème des Chinois, c'est que s'ils ouvrent les vannes, la population n'a pas été infectée, il n'y a pas de vaccin suffisamment pour être protecteur. En plus, une partie de la population supérieure à 80 ans est très mal vaccinée et ils ont peur de la catastrophe qui a été anticipée d'ailleurs dans le journal officiel du Center for Disease Control chinois en disant on peut avoir un débordement des hôpitaux. Conclusion, vaccin ARN messager, il faudrait qu'ils puissent utiliser l'ARN messager Pfizer, BA4, BA5 ou Moderna. Et là, c'est le problème politique. Mais alors, Philippe Lecor, justement le problème politique, parce que donc, si on suit ce que vient de dire Anne-Claude Crémieux, le pouvoir chinois a aujourd'hui très peur, s'il en finit avec cette politique zéro Covid, qu'il y ait énormément de morts. C'est donc un pouvoir tyrannique qui est néanmoins extrêmement soucieux de la population. Alors, c'est un paradoxe apparent, mais cela relève quand même d'une spécificité de ce pouvoir chinois. Oui, d'ailleurs, je voulais juste rebondir très rapidement sur ce que disait le docteur Crémieux quand elle parlait de la pression que la Chine faisait au niveau international sur les vaccins. Rappelons-nous qu'au tout début de la pandémie, il y a eu également des pressions chinoises sur l'Organisation mondiale de la santé. C'est un autre sujet, mais qui évoque aussi, je pense, la sensibilité de ce sujet pour le Parti communiste chinois. C'est-à-dire que ce parti s'est donné pour tâche, et on l'a entendu il y a quelques semaines, lors du 20e congrès du parti, où Xi Jinping a été renommé pour 5 ans, après avoir changé la constitution. Il a voulu dire aux Chinois, je vous apporte la sécurité, la stabilité, et vous me donnez le pouvoir pendant 5 ans. Et le plus longtemps possible, bien entendu, puisque c'est non seulement à moi, mais aussi au Parti communiste. Bien sûr. Or, aujourd'hui, comme on le disait à l'instant, effectivement, ces confinements répétés vont à l'inverse de ce qui s'est passé en 2020, où on nous a dit, eh bien voilà, politiquement, les Chinois ont gagné, ils savent comment gérer une pandémie, regardez les États-Unis, regardez l'Europe, regardez la catastrophe sanitaire qu'il y a. C'est un sujet également idéologique, et la Chine est en meilleure posture pour gérer une crise comme celle-là par rapport aux démocraties occidentales. Mais alors, aujourd'hui, Anne-Claude Crémieux veut réagir. Oui, alors, bon, d'une part, pour réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que ce qu'on a appris quand même, c'est que d'abord, il faut arrêter le virus et ensuite très vite prendre le relais avec le vaccin. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine ne remet pas en cause la nécessité d'essayer d'arrêter le virus au départ et ensuite, évidemment, de prendre le relais par le vaccin. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas imaginé, notamment l'Imperial College, qui nous a un peu imposé cette stratégie finalement perdante qui a été cette stratégie d'atténuation? Parce que personne en 2020 ne croyait qu'on était capable de développer un vaccin en 1 an. C'est ça qui a transformé notre stratégie. Bon, et la deuxième chose, c'est que moi je suis complètement d'accord, le problème du vaccin a été très politisé dès le départ, et ça c'est pas seulement de la faute de la Chine, c'est de la faute des États-Unis. Rappelez-vous, il y avait le virus chinois et le vaccin américain. Et effectivement, la Chine a répondu en disant il y aura aussi le vaccin chinois, c'est-à-dire dès le départ, il y a eu une espèce de blocage politique très fort. Et rappelez, on a même eu le vaccin Spoutnik, des Russes qui sont rentrés dans la course et qui ont sorti le vaccin Spoutnik avant même qu'il ait l'autorisation d'urgence donnée par l'OMS ou le pays. Donc oui, c'est un sujet qui a été très politisé et finalement la Chine en paye les conséquences aujourd'hui. Mais alors ça veut dire quand même, Philippe Lecor, qu'il est compliqué pour le pouvoir chinois de voir une stratégie de sortie de crise. La pandémie est toujours là, la population est peu vaccinée dans les conditions que l'on sait. Ce n'est pas évident de trouver une solution pour réussir à tenir les deux bouts de l'équation.
Non, effectivement, je pense que le fait que 30% des personnes âgées ne soient pas vaccinées, et quand elles le sont, comme le disait le docteur Crémieux, elles ne le sont pas suffisamment, puisque ces vaccins chinois ne sont pas performants. La véritable difficulté, c'est que la Chine ne veut pas faire appel aux laboratoires étrangers qu'on a cités, Pfizer et Moderna. Alors, ceci dit, il y a eu une petite lueur lors de la visite du chancelier allemand. Ça n'a pas, peut-être peu de gens l'ont relevé, mais le chancelier allemand, lors de sa visite à Pékin, s'est déplacé avec le patron de BioNTech, qui est donc le vaccin d'origine avant Pfizer, puisqu'ensuite ils ont fusionné, si on peut dire. Et donc la population expatriée maintenant en Chine peut utiliser le BioNTech. Alors c'est une petite porte qui s'ouvre, mais le problème c'est qu'évidemment il faudrait pour ça que ces vaccins soient fabriqués en Chine et deviennent des vaccins chinois. Sinon le système hospitalier risque de ne pas tenir. Et le parti risque d'en prendre pour son grade. On voit bien d'ailleurs ce qui se passe depuis quelques jours. Ce sont des manifestations tout à fait qui symbolisent vraiment un ras-le-bol. Alors, très honnêtement, sur tout un tas de sujets, une situation économique qui se détériore, une bulle immobilière, des jeunes qui ne voient pas de sortie de crise pour eux et qui sont diplômés et qui n'ont pas la possibilité de travailler pour des sociétés étrangères ou pour des sociétés tournées vers le reste du monde, comme c'était le cas pendant une trentaine d'années. Donc il y a d'autres problèmes qui sont derrière. Mais en tout cas, Xi Jinping a dit clairement, et le régime l'a réaffirmé tout au long de ces derniers jours de crise, que la politique du zéro Covid continuerait. Mais on sent bien quand même qu'à Canton, à Shanghai, il y a des exceptions qui commencent à se mettre en place, il y a des aménagements. Et Sébastien Berriot, on voit aussi que ça coûte très cher au pouvoir chinois. Oui, effectivement, parce que ce sont des milliards de tests depuis 2020 qui ont été réalisés, ces tests Covid avec ces petites cabanettes de tests qui sont installées un petit peu partout dans les rues, sur la voie publique en Chine. Et effectivement, le coût est absolument faramineux. Et en ce moment, le gouvernement chinois est peut-être en train de s'en rendre compte, parce qu'on voit disparaître ces cabines de tests sur la voie publique. Il y a aussi une raison financière et il y a aussi une raison politique, parce que depuis les manifestations, on voit quand même que le pouvoir chinois tente d'apporter une réponse sanitaire aussi. Il y a eu à l'échelle locale toute une batterie de mesures qui ont été annoncées là ces derniers jours, vraiment à l'échelle des provinces ou bien des municipalités. Si on prend l'exemple de Canton, à Canton, c'est la fin des confinements généralisés. C'était quand même c'est une grande revendication des manifestants, c'est-à-dire que à la place, on va avoir des mesures qui vont être ciblées au cas par cas. La fin de cette mesure, ça va éviter, par exemple, d'avoir une résidence entière avec plusieurs milliers de personnes confinées pour un seul cas de Covid. Désormais, on va traiter au cas par cas. Au niveau national, et ça c'est très important aussi, il y a eu cette déclaration hier de Sun Chunlan, qui est la vice-premier ministre, qui est connue depuis 2020 pour apporter toutes les mauvaises nouvelles liées au Covid. Quand elle va dans une ville, tout le monde se dit « Oh mon Dieu, va y avoir un confinement ». Eh bien là, elle est intervenue hier pour apporter une nouvelle, cette fois positive. Elle a dit que le variant Omicron était maintenant moins dangereux et que la Chine devait adapter sa politique zéro Covid. Donc ça, ce sont des propos vraiment très 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 importants, et on voit que les autorités, avec ce genre de propos, tentent de calmer la colère. Alors ça avance très très lentement, parce que dans le même temps, il y a quand même toujours des personnes qui sont confinées. Moi, par exemple, dans mon entourage, je connais des personnes qui sont confinées depuis 2 semaines, et ça continue de durer. Anne-Claude Crémieux, un mot de conclusion. Oui. Enfin,
La solution pour la Chine, c'est de faire un rappel à l'ensemble de sa population à risque, avec un vaccin suffisamment efficace, je dirais, pour rattraper le retard conféré par l'inefficacité du vaccin chinois inactivé. Je vous rappelle que ce n'est pas la première tentative que fait Pfizer. En 2020, il devait fabriquer le vaccin Pfizer en Chine. On espère tous qu'effectivement, il va pouvoir y avoir un transfert de technologie qui fait qu'un vaccin chinois aura, avec la technologie de BioNTech, une efficacité suffisante pour effectivement sortir la Chine de l'impasse dans laquelle elle s'est mise et qui, vous l'avez rappelé, c'est pas seulement un impact économique en termes de tests, c'est un impact économique mondial. Toutes les bourses sont suspendues à l'ouverture de la Chine, bien sûr. Oui, c'est en cela que malheur est bon. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, Anne-Claude Crémieux, Les citoyens ont le droit de savoir, aux éditions Fayard. Cette épidémie montre que les infectiologues sont des gens précieux et qu'on devrait mieux les doter si on ne veut pas se retrouver face à une autre pandémie. Est-ce que, juste un dernier mot là-dessus, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'on s'est rendu compte de l'importance de votre profession depuis le début de la crise? Non, ce qui m'inquiète moi beaucoup, c'est un petit peu l'amnésie qui suit chaque crise. Dans le livre, j'ai essayé de bien expliquer ce qui s'était passé, quelles leçons on pouvait en tirer. Notamment, d'ailleurs, j'aborde la politique de zéro Covid et ce qu'il faut en tirer comme leçon. Ce qui m'inquiète, c'est que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on repart finalement ailleurs, qu'on va chercher un coupable, mais qu'on ne remet pas du tout, je dirais, en question notre politique de préparation aux crises sanitaires. Et ça, évidemment, ça serait une occasion manquée. Ce que j'explique, c'est qu'à chaque fois, on fait les mêmes erreurs parce qu'on ne tire pas assez ses leçons. Merci Anne-Claude Crémieux, merci Philippe Lecor, chercheur à la Harvard Kennedy School, et merci beaucoup à notre correspondant Sébastien Berriot. France Culture. L'esprit d'ouverture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie. Ce jeudi, histoire et féminicide. Le mot féminicide a fait son entrée dans l'espace public depuis quelques années. Il n'a pourtant rien de nouveau. Des sorcières au colonialisme jusqu'aux injonctions de beauté, comment apparaît-il dans l'histoire et comment en est-il une constante? Et comment a-t-on pu normaliser ce crime à travers les siècles? Sans oser le demander. Ce jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.